Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous nous trouvons au Salon international du patrimoine culturel. Nous sommes au Carrousel du Louvre à Paris. Et je reçois deux invités pour venir évoquer avec moi l'entreprise durable, éloge de la stabilité. Alors à mes côtés, Yann Decarné, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du GMH et également associé de l'entreprise SMBR. Tout à fait. À vos côtés, monsieur Julien Lebras, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Lebras Frères. C'est ça même. Alors, peut-être pour commencer, on peut se demander, est-ce que les entreprises patrimoniales sont durables ? Déjà, les entreprises patrimoniales, elles ont une vie qui se transmet. Aujourd'hui, quand on fait le bilan des entreprises du GMH, les plus jeunes entreprises ont 5 ans, mais on a des entreprises qui ont 250 ans d'existence. Ce sont pour la plupart des petites entreprises qui sont moins de 50 salariés. Il y a 85% des entreprises qui font justement moins de 50 salariés, donc ce qui est énorme quand on regarde par rapport à l'ensemble des entreprises en France. Et alors, peut-être qu'on a un exemple, vous, avec monsieur Lebras, d'une entreprise familiale, donc qui dure dans le temps, a priori. Tout à fait, donc entreprise familiale créée par mon grand-père en 1954 sur les métiers de la charpente, de la couverture à la base, puis qui s'est développée petit à petit sur d'autres métiers, la taille de pierre, la menuiserie, l'échafaudage. Est-ce que cette pérennité, elle tient aussi à la transmission des savoir-faire, à un lien peut-être à l'entreprise Alors, par définition, nos métiers, et c'est ce que je dis toujours, nous sommes des passeurs de bâtiments et des passeurs de métiers. C'est-à-dire que il faut rester humble par rapport à notre activité. Et donc, le principe justement du GMH, mais des entreprises qui travaillent dans le domaine du patrimoine, c'est de former. On a été formés par les plus anciens à reproduire les gestes ancestraux. Et donc notre obligation, une obligation morale, c'est à notre tour de transmettre ces gestes-là aux générations à venir pour pouvoir préserver notre patrimoine. Et donc ça se fait par de la transmission d'entreprise, mais plus généralement par de la transmission de savoir. Transmission d'entreprise à travers peut-être ses enfants, ses petits-enfants ou des gens de sa famille, mais ça peut être aussi par rapport à des salariés de son entreprise. Ce qui permet aux entreprises donc, de durer, c'est un peu le cas que vous connaissez, vous, de récupérer l'entreprise par une passation aux salariés. Tout à fait. Alors, dans mon cas personnel, effectivement, le propriétaire, l'actionnaire de l'entreprise, effectivement, nous a aidés avec donc mon associé aujourd'hui, qui était le directeur technique, à reprendre l'entreprise SMBR. Et donc nous a donné les moyens justement de nous accompagner dans cette reprise et de pouvoir nous permettre à l'entreprise de continuer, de conserver cette pérennité et aussi que les personnes qui sont dans l'entreprise petit à petit montent pour reprendre la direction. Et j'allais dire ce que l'on aimerait aussi avec mon associé à notre tour, c'est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, au fur et à mesure du temps accompagner des plus jeunes justement à travers, qui ont une compétence technique, une appétence technique, mais à développer aussi une compétence de gestionnaire pour pouvoir à leur tour reprendre l'entreprise et lui permettre de continuer, de poursuivre dans le temps. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Yann. Effectivement, nos métiers, on travaille sur des temps longs puisque la base, c'est la transmission des savoir-faire. Et ce savoir-faire étant un savoir-faire plutôt pointu, il met 6 à 10 ans pour être acquis par les plus jeunes. Donc on travaille vraiment sur l'humain. Voilà, le cœur de nos métiers, le cœur de nos entreprises sont nos hommes. Voilà, c'est la force même de l'entreprise. Et c'est ce qui fait que les entreprises, soient-elles familiales ou non au sens de l'actionnariat, elles restent néanmoins, pour la plupart, avec un esprit familial, d'une grande famille, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on est sur des entreprises qui ont une âme et qui sont capables de faire preuve d'une force, d'une cohésion et affronter des fois les aléas de la vie d'une entreprise, parce que c'est pas toujours rose. Non, c'est sûr. Mais effectivement, ce côté humain, c'est aussi ce qui fait que les gens sont attachés à cette entreprise. Et c'est vraiment ça n'est pas forcément l'affaire que de dirigeants, c'est vraiment l'affaire de tous les salariés
réunis. Et alors c'est à la fois effectivement l'œuvre de tout le monde, puisque une entreprise c'est un collectif, et je crois que dans notre ADN aussi, dans nos métiers, on parle de compagnons. Je crois que si on reprend ça aujourd'hui, le sens de compagnon, justement, il prend tout son sens dans l'entreprise. Et c'est justement la beauté de ces entreprises du patrimoine, c'est-à-dire, comme le faisaient les bâtisseurs de cathédrales qui se réunissaient de toute la France autour d'un point pour pouvoir bâtir une cathédrale, une église, peu importe. Aujourd'hui, on a des salariés qui se retrouvent autour de quelque chose qui est, j'allais dire, plus grand, plus large que la vie même de l'entreprise, que leur vie même, puisqu'on est sur des bâtiments qui peuvent avoir 500 ans, 600 ans, 700 ans d'histoire. Et on est sur des choses qui dépassent l'aspect individuel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté, j'allais dire, fraternel, dans le sens positif du terme. Et on rejoint les compagnons. Et aussi quelque chose ce que je trouve intéressant par rapport à nos métiers, parce qu'on parle du patrimoine, il y a beaucoup de patrimoine religieux en France, et on est sur quelque chose qui est aussi multiculturel, c'est-à-dire qu'on a des gens de toutes les confessions qui peuvent se retrouver à rebâtir une église, une mosquée, une synagogue, et là, j'allais dire, la notion de religion des uns et des autres, elle est balayée autour de ce patrimoine commun, et il est fédérateur. Et donc ça aussi, c'est un facteur de stabilité, ce côté fédérateur et de pérennité de l'entreprise autour de cette valeur commune qu'est le patrimoine. Je rebondis aussi sur ce que vous disiez. Finalement, ces entreprises, elles sont résilientes, elles traversent les crises parfois. Et donc c'est aussi une preuve de stabilité et de durabilité. Bien évidemment, donc pour affronter les épreuves et les crises, ce que je disais, c'est vraiment le côté fédérateur, le côté familial, le côté cohésion de l'entreprise qui fait que on parle d'une seule et même voix. On reste unis, peu importe les aléas. Alors pour les affronter, bien entendu, il faut un chef d'orchestre, mais s'il n'y a pas de musicien, il n'y aura pas d'œuvre derrière. Donc c'est un tout pour les affronter. Alors évidemment, on a chacun notre rôle dans l'entreprise, mais on est aussi victime et puis un peu à la merci des aléas politiques, des grandes décisions d'orientation politique et budgétaire, que là, pour le coup, on subit de plein fouet. Est-ce que vous pensez déjà à la transmission, justement, vous aussi, de vos entreprises ? Alors, moi, je crois que j'ai répondu, donc oui. Évidemment, je pense que et Julien, peut-être au niveau familial, tu me le diras, mais je crois que dès le premier jour où on reprend les rênes, on pense à cette responsabilité-là en se disant il faudra que je travaille sur ce sujet. Et comme le disait Julien, je crois que c'est si on raisonne de façon égoïste dans le domaine du patrimoine, on se plante. On n'a aucune chance d'y arriver. Et donc je crois que mécaniquement, dès qu'on prend les rênes, on pense tout de suite à la suite et comment on fera pour transmettre et faire passer nos savoir-faire. Diriger, c'est anticiper, c'est prévoir, c'est faire face aussi à l'imprévisible. Mais dans le anticiper et prévoir, forcément, il y a un regard à apporter sur chacun des collaborateurs dans l'entreprise, sur tout l'entourage, et essayer de capter la psychologie de chacun, les forces, les faiblesses, les capacités, et essayer de se projeter en avant et voir comment chacun peut évoluer dans l'entreprise et quel peut être son rôle demain. Parce qu'il y a son rôle aujourd'hui, il y a son rôle demain, essayer de le tirer vers le plus haut. Et forcément, on se projette immédiatement dès l'instant qu'il y a un collaborateur qui rejoint l'entreprise, soit-il un jeune apprenti, on arrive très rapidement à cerner un peu le potentiel des personnes. Voilà, si on s'attarde un petit peu à les regarder attentivement. Aujourd'hui, vous avez à peu près 300 salariés. Est-ce qu'il y a eu une différence aussi en changement d'échelle, justement dans la gestion de l'entreprise peut-être quand vous avez commencé, ou peut-être c'était votre père qui a effectué ? Je pense que pour chaque entreprise, il y a des effets de palier et il y a des effets d'échelle. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai repris l'entreprise il y a 8 ans. On était 130 salariés. On faisait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, bien entendu, il y a eu une évolution assez rapide. Elle se fait aussi naturellement, puisque, on le disait, si l'humain est au cœur du projet,
il faut aussi s'adapter avec les potentiels qu'on a dans le moment. Et c'est-à-dire que si on a des jeunes, des moins jeunes, mais qui aspirent et qui ont la possibilité de grandir, il faut leur offrir cette possibilité. Il faut travailler avec eux sur des projets, justement, pour leur permettre de rester dans l'entreprise et de pouvoir continuer à s'épanouir, à encadrer, à développer, à amener une pierre de plus à l'édifice qu'est l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a des effets d'échelle aussi en fonction des générations. Voilà, il peut y avoir des belles générations de beaux profils qui vont faire grandir l'entreprise, et puis quelquefois une génération un peu plus légère où il y aura une période de stabilité, et puis un nouveau palier qui sera franchi. Alors, nous concernant avec mon associé, en fait, on a repris la direction de l'entreprise après une période vraiment de turbulence, et l'entreprise avait connu une forte croissance et est redescendue. Il y avait 40 personnes. Alors aujourd'hui, pour la petite anecdote, on est 90, puisqu'aussi on a intégré une entreprise depuis le 1er juillet d'une quinzaine de personnes, où justement on était dans une situation où on avait un chef d'entreprise, toujours dans le domaine des monuments historiques, qui souhaitait partir à la retraite et qui n'avait pas de successeur, qui n'avait pas pu identifier de successeur. Et donc il s'est rapproché de nous et on s'est dit c'est vraiment dommage de perdre ce savoir-faire avec des compétences qui étaient différentes et complémentaires de l'entreprise de SMBR que l'on avait. Et donc on s'est dit chiche, on va aussi reprendre cette entreprise-là pour lui permettre de continuer. Donc c'est une expérience toute récente, c'est toute jeune, mais l'objectif effectivement c'est de pouvoir continuer, que cette entreprise continue à vivre par elle-même, même après le départ à la retraite de son dirigeant actuel. Est-ce que aussi le succès de nos entreprises patrimoniales vient du plein emploi, du fait qu'effectivement on est toujours à la recherche de charpentiers, de tailleurs de pierre, et que quand on a ces compétences-là, on peut trouver une entreprise. Alors c'est à la fois un succès mais une difficulté pour les entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'à la fois on est sur un secteur d'excellence, Julien le disait, avec des formations d'apprentissage, sur l'apprentissage d'excellence, où effectivement pour être complètement autonome, on est sur 6 à 10 ans de pratique, parce qu'on travaille à chaque fois sur des moutons à 5 pattes. Donc on apprend tous les jours. Par contre, une fois qu'on a la compétence, on sait se débrouiller sur n'importe quel type de bâtiment. Donc c'est ça ce qui fait la force de nos entreprises aujourd'hui. Après, le plein emploi, c'est la difficulté que l'on a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des projets, on a besoin, et puis l'envie de transmettre ces savoir-faire, de les faire passer. Et aujourd'hui, on aimerait avoir plus de jeunes, on aimerait former plus de jeunes dans nos entreprises. Et donc vraiment, là, il y a un vrai appel. Je crois que toutes les entreprises le vivent. Et aujourd'hui, on se dit, on a des demandeurs d'emploi d'un côté, on est sur des entreprises avec des métiers qui sont, alors on n'est pas forcément objectif forcément, mais qu'on juge passionnants. Ou en tout cas, on s'inscrit dans une histoire et on peut être freiné par justement notre développement, alors que ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont, j'allais dire, avec 2 bras, 2 jambes et avec l'envie. Et nous, derrière, on va les former et on va les accompagner avec des écoles sur des processus d'apprentissage. Donc qu'on soit à la fois jeune ou avec une volonté de reconversion professionnelle, je crois qu'on est tous preneurs à partir du moment où il y a les bonnes volontés et l'envie, pour pouvoir intégrer et former. Et c'est à la fois une force, et donc c'est à la fois aujourd'hui un frein dans notre développement. Julien, je ne sais pas si tu partages mon point de vue. Je partage complètement tes propos, et j'irai même un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on a ce problème-là de trouver les ressources, parce qu'on a une conjoncture qui est relativement favorable. On a eu un plan de relance qui est venu également soutenir le secteur d'activité. On a les Jeux Olympiques, on a le Grand Paris, on a quelques facteurs qui font que on précipite des programmes de restauration ça et là. Mais on a aussi l'inquiétude de ce qui va se passer après 2024, parce que la particularité, c'est que tous ces éléments-là, ils ont à peu près tous la même échéance, que soit le chantier de Notre-Dame, que soit le plan de relance, que soit les Jeux Olympiques. On arrive à chaque fois sur 2024. Et quand on forme sur des temps longs, 6 à 10 ans, quand on s'engage, parce que nous on s'engage, on doit leur assurer du travail, on doit leur assurer une pérennité, et puis c'est des familles derrière.
et ben derrière, on a besoin d'avoir une stabilité, une vision sur un temps long. Voilà. Donc c'est ce qu'on réclame, ce qu'on martèle. Le message est passé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois que Ouais, effectivement, je ce pense que que- disait ouais. Julien, c'est-à-dire que la pérennité des entreprises aussi repose sur la visibilité qu'elles peuvent avoir quand justement la restauration des monuments en France, et quand on sait qu'un quart des monuments historiques sont en mauvais état ou en très mauvais état, je crois qu'il y a des choses à faire. Et aussi dans le contexte difficile, d'ajouter aussi un point, c'est de dire qu'aujourd'hui, alors suivant les sources, mais 1 € investi dans le patrimoine rapporte entre 21 et 30 € à la collectivité territoriale et donc à l'économie en général. Je crois qu'en ces temps de crise, ne pas miser sur la culture et ne pas miser sur le patrimoine serait une erreur stratégique et serait une erreur économique. Et donc, il serait important justement que politiquement, au niveau des collectivités locales, mais aussi au niveau de l'État, il y ait cet engagement-là justement pour réamorcer la machine et qui permettrait de générer aussi des économies parallèles autour du patrimoine. Ouais. Bah écoutez, ouais, je vous remercie beaucoup pour cette participation. Merci à vous. Merci. Cette émission a été tournée dans le cadre du Forum du patrimoine. C'est une émission, c'est un forum organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site d'Atrium, mais aussi sur le site donc, de nos associés, de nos partenaires. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.